Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis arrivé ici en terre inconnue. Moi, j'étais d'ailleurs, j'étais un étranger. On dit l'étranger, c'est aussi celui qui nous apporte ce que nous ignorons. L'étranger, c'est des choses qu'on ne sait pas du tout. Et moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont appris beaucoup de choses ici. La première fois que je suis arrivé ici, comme j'étais conteur, pour apprendre à marcher, j'ai raconté une histoire. Et donc, ce soir, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, elle s'est passée à Paris, c'est pas loin d'ici. Et à Paris, en fait, il s'est trouvé qu'il y a un homme qui est venu, il y a quelques années. Et cet homme, on dit de lui que c'est un maître de la parole. On dit que sa parole, elle, c'est comme le miel qui coule du ciel. On dit que sa parole, eh bien, c'est comme de la lumière. Et donc, il était venu à Paris pour parler du conte. C'est le descendant en ligne directe du grand Moulay Nasreddin Hodja. Vous connaissez? Oui. Merci pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, voilà, il n'y a pas plus grand que Moulay Nasreddin Hodja. Il est né dans ce pays qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, qui autrefois s'appelait la Perse. Et donc, Moulay Nasreddin Hodja, il était invité à travers ce descendant à la Sorbonne. Il y avait un colloque sur la littérature orale. C'est un mot compliqué pour dire qu'il y a plein de gens qui étaient venus pour parler du conte. Il faut imaginer l'amphithéâtre, il y avait des gradins. Et sur les gradins, vous aviez des anthropologues, vous aviez des sociologues, vous aviez des ethnologues, vous aviez tout un catalogue de gens en loge. Et moi j'étais tout en haut, parce que justement j'étais conteur. Et lorsque Moulay Nasreddin Hodja, il est arrivé, il était magnifique. Il avait un turban sur la tête, il avait une gandoura, vous savez. Il avait les babouches de Maleb aux pieds. Et dans un français impeccable, il nous a dit « Bonjour ». Alors nous, on lui a répondu poliment « Bonjour ». Et il nous a posé cette question. « Est-ce que vous savez ce que je vais vous raconter ?» Évidemment, nous, on ne savait pas, on a répondu « Non ». Alors il nous a regardé, il a fait « Si c'est comme ça, je ne parle pas à des ignorants, je m'en vais ». Il est parti. Imaginez, c'était la consternation générale dans la Sorbonne. Nous, on était venus pour l'écouter, il est parti. Et le doyen de la Sorbonne, il a dit, il vient poser une question, il pense que vous êtes des savants, et à la première question, vous répondez non. Il ne faut pas répondre non. S'il pose la même question, je vais aller le chercher. Surtout, vous ne répondez pas non, vous répondez oui. Donc, le doyen est parti, il a réussi à convaincre Nasreddin de revenir. Nasreddin est revenu avec son turban, sa gandoura et ses babouches. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez ce que je vais vous raconter? Oui. Si vous le savez déjà, c'est pas la peine que je vous le raconte. Il est reparti. Alors là, bien évidemment, il y a une femme qui s'est levée, un peu comme toi, Loula. Elle a dit, en fait, c'est une épreuve, c'est un défi. On va s'organiser. Elle a divisé la salle en deux parties. Elle a dit, la partie droite répondra oui, la partie gauche répondra non. Oui, parce que généralement, c'est à gauche que ça répond non. C'est un peu comme ça en France. Donc la moitié droite répond oui. Et la moitié gauche non. Ils ont réussi à faire revenir Nasreddin, avec le turban un peu de travers, la gandoura et les babouches. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez ce que je vais vous raconter? Oui. Non. C'est exactement ce que je voulais entendre. C'est parfait. Alors que ceux qui savent racontent à ceux qui ne savent pas. Et il est parti, il nous a laissés entre nous. Personne ne comprenait rien. Et moi j'étais là-haut. Et c'est donc comme, la lumière qui tombait du ciel sur ma tête. Il avait raison. Le savoir ne vient pas d'en haut. Le savoir ne vient pas d'en haut. Le savoir, il est là entre nous. Nous avons tous à apprendre les uns des autres. Les autres des uns. On dit que la parole n'est bonne que si elle est partagée. Donc ce soir, on est là pour partager des paroles, mais pas n'importe quelle parole. Des paroles qu'on n'a jamais entendues, parce que ce sont les paroles des gens d'ici. Parce qu'ici, il y a des gens, ici, il y a des histoires. Où ça? Ici. Où ça? Ici. Où ça? Où ça? Où ça? Ici. Où ça? Ici. C'est participatif, hein. Où ça? Où ça? Où ça? Ici. Ici. Ici, c'était complètement futuriste. J'ai été à l'ouverture du quartier. J'ai été à l'ouverture du quartier. J'habite à Marcouville depuis 1972. Et le quartier a été construit en 1972.
J'ai plein de petits carnets, depuis des années, où je note tout. Les réunions, les discussions. J'ai amené mon petit carnet, où j'ai noté tout ça. Livraison en 1972. Surface totale, 12 hectares. Surface construite, 6 hectares. 5 hectares d'espace vert. 5 hectares de sous-sol. 13 tours. 6 bâtiments linéaires. 70% de logique sociale et 30% de copropriété. J'ai amené les papiers où il y a les prix de l'époque. Par exemple, pour un 3 pièces de 60 mètres carrés, c'était 85 000 francs. Si on convertit en euros, ça fait même pas 14 000 euros. Pour un 4 pièces, c'était 108 000 francs, environ 15 000 euros. Il y avait un box par appartement. C'était un truc complètement fou, de penser qu'on avait 1010 appartements et 1010 box en sous-sol. C'était très nouveau, cette idée de faire un système de quartier sans voiture, où toutes les circulations automobiles et les stationnements se feraient par un sous-sol. C'était complètement futuriste. L'architecte, M. Arech, a même présenté des maquettes de Marcouville au Japon. Pierre. Alors évidemment, hein, vous l'avez deviné, les gens qui lisent les récits, ce ne sont pas ceux qui l'ont vécu, parce qu'en 1972, tu n'étais pas né. Ici, les Japonais connaissent Marcouville, imaginez. Ici, 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 il y a une femme, elle est tombée amoureuse. Je suis arrivée à Marcouville en octobre 2005. Je ne connaissais rien de ce quartier, sauf sa mauvaise réputation. Mon petit copain de l'époque m'en avait parlé en mal. Mais quand je suis arrivée, je suis tout de suite tombée amoureuse de l'architecture et de la façon dont l'appartement était construit et de sa luminosité. Les fenêtres sont grandes, grandes, grandes. Et la lumière, il y avait le soleil le matin et l'après-midi. Depuis que je suis là, je n'ai pas eu raison d'avoir peur. Je n'ai jamais eu peur de vivre ici. Ici. Vous entendez les cigales de Marcouville ? Ici, il y a plein de gens qui connaissent plein de choses sur des vedettes qu'ils voient à la télévision et qu'ils ne rencontreront jamais. Et ils ne savent même pas l'histoire de leur voisin qui est peut-être bien plus intéressante. Ici, il y avait un jardin extraordinaire. On vit tous avec notre passé. J'ai été de ceux qui ont créé le premier jardin collectif qui se trouvait à la place des parkings, à l'entrée de Marcouville. Là, avant, il y avait un jardin immense avec une grande cabane que nous avait fournie la mairie et qu'on avait construit nous-mêmes. C'était décoré, c'était fleuri. Tous les gens qui passaient nous disaient bravo et trouvaient le coin magnifique. On faisait pousser de tout. Des salades, des tomates, des pommes de terre, des courgettes, des radis. On semait des fleurs aussi. C'était convivial. On faisait des anniversaires avec les familles sur une partie en pelouse. Au début, on était très nombreux, puis après, de moins en moins. Mais c'était un coin merveilleux et ça reste un très beau souvenir. Le jardin a été supprimé quand ils ont construit les parkings. Et ils ont voulu ouvrir le quartier, qui était très enclavé, en faisant l'esplanade qui permet de rentrer directement. Je rencontre encore des gens aujourd'hui qui me disent « Comme il était beau ton jardin avant, comme il était beau ton jardin avant ».
qu'un épi de blé. Je n'avais qu'un épi de blé. En bonne terre je l'ai semé. Après un an j'ai récolté. Puis un an je l'ai porté. Un bon profit m'a apporté. Un beau voyage j'ai commencé. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Des hommes et femmes j'ai rencontré. Leur mémoire ils m'ont compté. À mon voyage ils ont chanté. Et leurs histoires vont éclairer. Je n'avais qu'un épi de blé. En bonne terre je l'ai semé. Je n'avais qu'un épi de blé. De mille trésors m'a bien comblé. Ici, des femmes, des hommes, j'ai rencontré des femmes, des hommes qui vivent ici, tous et toutes ensemble. Je suis arrivée en octobre 2009 à Marcouville. Avant, on était à Pontoise, au centre-ville. Notre logement était tout petit. On était à 3 dans un studio. Quand j'ai fait ma demande de logement social, j'appelais la mairie au téléphone et on me demandait souvent Même Marcouville. Je venais d'arriver sur la ville et je ne comprenais pas pourquoi ils me disaient Vous êtes sûr, même Marcouville? J'en ai parlé à une amie, elle m'a dit Oh là, Marcouville, c'est tendu là-bas, hein. C'est un quartier chaud, hein. Et ils brûlent les voitures, hein. Ça craint. On m'a proposé un appartement F3 à Marcouville. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé que j'étais un peu isolée, au milieu de nulle part, sans commerce. J'ai dit à mon mari, après la visite, non, non, on n'accepte pas le logement, j'en veux pas. Mon mari a dit, notre studio est trop petit, on prend le F3, on verra après. Moi je disais, j'en veux pas, j'en veux pas. J'avais peur de ce que les gens disaient. Finalement, on a emménagé ici. Au début, je restais chez moi avec ma fille. Ensuite, avec le temps, j'ai découvert que le quartier, c'était pas la réputation qu'on lui donnait. L'image qu'on donne du quartier n'est pas la bonne. Finalement, je ne regrette pas d'être ici, même si j'aimerais partir pour avoir autre chose pour mes enfants. On est dans un F3 avec 4 enfants. Ce que j'aime dans le quartier, c'est la mixité qu'on a. On a des gens de toutes les origines. On a des Asiatiques. On a des Indiens. On a des Maliens. Des Sénégalais. Des gens d'origine française. Des Tunisiens, des Marocains, des Algériens. Des gens de toutes les cultures du monde. On vit tous ensemble. La mixité, c'est une richesse. Pour moi, un étranger, ce n'est pas un ennemi. C'est quelqu'un qui a un vécu, qui a une autre culture, qui peut donner et apporter beaucoup de choses à l'autre pour avancer dans la vie. J'aime bien aller vers l'autre. Chacun est différent et il faut savoir aller vers l'autre. L'argent ne fait pas tout. Ce que les autres peuvent nous apporter, c'est aussi un moyen de vivre. Sonia. Si la cité métissée, si c'est là. Et si t'es la cité métissée, si c'est là. Marcouville métissée, Marcouville métissée, Marcouville métissée, Marcouville métissée. Hors d'ici, par d'ailleurs,
Humanicité, cité, la cité métissée, c'est là. Marcouville métissée, Marcouville métissée. Merci Laurent. Alors ici, on a parlé de la vie avec les enfants. Et les enfants, ils ont beaucoup de choses à dire sur la vie. Et si on les écoute, on a beaucoup de choses à apprendre d'eux. On a parlé avec ces symboles, tout à l'heure, je les présentais. Eux, ils sont nés en Afrique. Ils ont des milliers d'années. Ils appartiennent à des peuples du Mali, les Dogon et les Bambara. Les enfants, eh bien, ils ont joué avec ces symboles et ils en ont choisi pour leur vie à eux. Ici, on a le futur. Ici, on a la vérité. Et là, on a l'amour. Là, on a la pensée. Ici, la lumière et la parole. Alors, eh bien, ils vont partager quelques-unes de leurs pensées avec vous. Quelques-unes de leurs paroles. J'ai choisi la force de l'humain. La force de l'humain, c'est pouvoir imaginer. Écouter. Pouvoir parler. Pouvoir construire. Pouvoir aider. Je suis fière d'être humain, j'ai la chance d'être en vie et j'ai la chance de pouvoir parler. La parole est là pour dire les choses de la vie. J'ai la chance de la vie, personne n'a la même chance. Tu peux avoir des gens handicapés du pied ou avec un bras coupé. Moi j'ai la chance d'être au complet. J'ai beaucoup de chance de ne pas être handicapé ou malade. J'ai beaucoup de chance d'avoir des gens qui tiennent à moi. Les bonnes choses de la vie, c'est dès que j'ai quelqu'un, ça me fait du bien. C'est comme si j'avais fait quelque chose d'énorme. Quand je suis toute seule, je pense au futur, je rêve du futur. Je pense au futur pendant que je dors. Je pense comme si j'étais dans le futur. J'ai dessiné un chemin dans le futur. C'est comme si je marchais vers le futur. J'ai mis l'humain parce que j'aime bien l'humain. Pour moi, être un être humain, c'est un ami. L'amour. Ma mère m'aime beaucoup parce que je suis son enfant. Et moi, je l'aime parce que c'est ma mère. C'est pareil pour mon père. C'est être aimé et aimé. Ma mère est aimée, mon père est aimé. Et moi, je suis aimée. Ils sont gentils avec nous et c'est ça l'amour. Ça me soutient, ça m'aide à avancer, ça me donne de la force, beaucoup. Il y a le futur qui est fort. Le futur, c'est pour te faire avancer dans le monde. C'est pour te faire voir ce que tu seras peut-être plus tard. Docteur ou infirmière. Ou couturière ou vendeuse de fruits et légumes. Il faut que je profite de mes amis. Comme on dit, plus tu grandis, plus tu as des amis qui commencent à partir. Peu à peu, ils vont s'éloigner de plus en plus. Mon frère avait un ami qui a déménagé. Aujourd'hui, on n'entend même plus son prénom. J'ai la chance de la vie. J'ai la chance d'être encouragée par mes parents et mes amis. Quand on t'encourage, ça te redonne confiance. Ça peut te faire voir que tu peux avancer encore plus loin dans la vie. Toi, tu n'as pas confiance en toi. Tu étais timide. Et quelqu'un t'encourage. Et tu arrives à faire ce que tu voulais faire. C'est ça la chance de la vie que tu peux avoir à tout moment. C'est ça la chance de la vie que tu peux avoir à tout moment. C'est ça la chance de la vie que tu peux avoir à tout moment. Macarena,
d'ici, il y a des gens d'ici. Et puis il y a des gens d'ailleurs. Parce qu'il y a plein de gens qui sont venus d'ailleurs pour vivre. Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? C'est pas vous deux là. C'est pas vous deux. Avant, j'étais au Mali. J'étais à Bamako. Je me suis mariée là-bas à 15 ans. J'ai eu ma fille là-bas à 16 ans. Et après, je suis arrivée directement du Mali à ici. Je suis arrivée l'hiver. C'était très, très froid. Il y avait beaucoup de neige. J'avais vu la neige à la télé, mais jamais en vrai. Il y avait trop de froid. Il y avait la fumée qui sortait de la bouche comme si tout le monde fumait. J'ai demandé pourquoi il y a fumée qui sort de la bouche. Parce qu'il fait froid, m'a répondu mon mari. Au Mali, il ne fait jamais froid comme ça. On est parti en voiture, directement ici. Quand je suis arrivée à Marcouville, c'était par la cave. C'était sombre. Je n'ai pas trouvé ça beau du tout. Je n'ai pas aimé du tout. Le premier regard que j'ai eu d'ici, ce n'était pas beau du tout. J'ai dit à mon mari, c'est ici que je viens vivre? Ce n'est pas beau du tout. Il m'a dit, ici c'est les sous-sols, mais dès que tu vas monter là-haut, je suis sûre que tu vas l'aimer. Dehors, là, tout était blanc. Je voyais les gens qui sortaient tous avec les manteaux. La première fois, je ne suis pas sortie avec le manteau. J'étais en habit du Mali. J'avais trop froid. Je suis rentrée chez moi. J'ai pleuré et j'ai dit, je veux rentrer chez moi, je ne veux pas rester ici. Je suis restée. J'ai connu les gens petit à petit. J'ai vu que ce n'était pas du tout la même vie qu'au Mali. Il y avait des femmes en pantalon. Une femme en pantalon. Je ne voulais pas mettre de pantalon, moi. Je voulais rester avec mes habits africains. Mais avec le temps, moi aussi, j'ai mis des pantalons quand il faisait froid. Au début, je n'ai pas aimé du tout, mais avec le temps, et grâce aux enfants, ça va. Aminata. De vie d'autres pays, partis de là, venus ici, travailler là, démocratie. Marcouville métissée, Marcouville métissée, c'est la cité métissée, tissée là. Marcouville métissée, Marcouville métissée, parler pareil donne le sommeil, et mes oreilles n'ont plus de soleil. Buenos días, bon dia. Ni hao, ni hao. Namaste, Shalom, Adisova, Shalom, la paix pour un monde entier. La paix, c'est la cité métissée. Marcouville métissée, Marcouville métissée. Des gens venus d'ailleurs, des gens venus aussi d'Inde. Je suis arrivée en 2001, en novembre, à Marcouville. Avant, je n'étais pas en France. J'étais en Inde, à Pondichéry. J'avais 33 ans à mon arrivée ici. Quand je suis arrivée ici, j'étais à la tour 50. J'ai le souvenir toujours. Du plus loin que je regarde, je vois ce bâtiment grand, très grand. C'était la première fois que je rentrais en France et je vois ce grand bâtiment où j'allais vivre.
Pondichéry, il n'y avait pas de grands bâtiments. Ce n'était que des maisons. Je connaissais la France avant, par l'histoire. Pondichéry, c'était une ancienne colonie de la France. Jusqu'en 1964, c'est toujours resté une culture proche de la France. Je n'avais jamais imaginé la France. Pour moi, c'était pareil qu'à Pondichéry. Il y avait juste la différence de la langue. C'est en France que j'ai appris le français. J'avais envie d'apprendre. Sinon, c'est difficile pour tout quand tu ne connais pas la langue. En France, il y a beaucoup de différences. Avec l'Inde pour la liberté. Ici, il y a la liberté partout. Pour les hommes, pour les femmes. Là-bas, c'est très différent. Homme, femme, ce n'est pas pareil. La femme est toujours en bas et l'homme toujours en haut. Là-bas, il y a beaucoup de viols. Sur les femmes, même sur les enfants de 10 ans, 13 ans. Tous les jours, je regardais les journaux. Et tous les jours, il y avait des viols. Ici, une femme peut sortir toute seule la nuit et rentrer toute seule. Là-bas, ce n'est pas possible. Ici, il y a beaucoup plus de liberté. Daniel. Ici, il y a beaucoup plus de liberté. يا نهاي ودي يا ودي يا بحر عليا ودي يا لو هاي وبدي لك مايلار وبدي نبكي عليك يا نهاي ودي يا هاي ودي يا نهاي ودي يا ودي يا نهاي ودي يا هاي ودي يا نهاي ودي يا ودي Je suis né en Algérie en 1973. Je suis parti à l'âge de 19 ans. J'étais chanteur de rail. Dans le rail, on aime les chansons sentimentales, les chansons d'amour. Même quand on est pauvre, on peut avoir du bonheur avec rien, avec une chanson. J'ai commencé à Oran. Cette ville, c'est là où est né le rail. C'est une ville où il y a la fête, l'ambiance. En Algérie, tout le monde te dit « Oran, c'est le deuxième Paris ». Ce qui m'a poussé à partir. Quand j'étais là-bas, il y avait des problèmes de terrorisme. C'était les années noires. Il y avait beaucoup de morts. Quand j'allais chanter dans les mariages, dans les fêtes, il y avait des barbus qui arrivaient pour arrêter la fête. Ils disaient « Il faut arrêter la musique, c'est péché. Il ne faut pas faire ça. » Pour eux, la fête, la musique, la danse, c'est tout péché. Tu ne chantes pas, tu ne parles pas avec une fille, tu ne bois pas, tu ne fais rien. Combien de fois ils m'ont frappé, parce que je chantais. Ils ont menacé ma sœur et pire encore. Il y avait les terroristes, mais il y avait aussi l'armée, la police, la gendarmerie qui tuaient. On était enfermés dans un cercle où on ne pouvait même pas bouger. On ne pouvait pas faire un pas ni à droite ni à gauche. Quand ce n'était pas les terroristes, c'était l'armée. Quand ce n'était pas l'armée, c'était les gendarmes ou la police. Il n'y avait pas de liberté. À la fin, on chantait en cachette. On montait sur les toits, on mettait des tentes pour faire la fête. On chantait mais pas fort. On s'arrêtait à minuit, alors que d'habitude la musique, c'est toute la nuit. On avait peur. Dès que les terroristes me croisaient dehors tous les jours, ils me frappaient, ils me cognaient. J'en avais marre. Il n'y a personne qui peut sentir ce que nous, on a souffert. On a vu des choses. Il y a des gens qui sont morts devant toi. Toi, t'es là, t'es scotché. Qu'est-ce qu'on a fait de mal, nous? Des gens de notre peuple qui nous tuent comme ça.
Pourquoi? Pourquoi tu viens nous tuer? Ce qu'on a vécu, ce qu'on a souffert, on ne peut pas oublier, c'est impossible. Il y a des blessures qui sont gravées dans le cœur et qui restent à l'intérieur. C'est là que j'ai fait une demande de visa pour partir en 93, je suis parti. Juste après mon départ, mon frère m'a annoncé qu'ils avaient tué Cheb Azné. C'était un très grand chanteur, tout le monde l'adorait. C'était le copain de foot de mon frère, on le connaissait. Ils l'ont tué dehors, en pleine rue. Il était près de chez lui, et quand il est sorti du café, il y a 2 mecs qui sont venus et ils lui ont mis 2 balles dans la tête. Le rail, c'est la joie, c'est l'émotion, c'est le chant de l'amour. Mais les terroristes ne connaissent pas la joie, ils ne connaissent que la haine. Farid. ولكن طولتي في الغربة شتيت الحب يا دلالين وعليا وعلاش الغضبة مادام كاين لي صبوار ولا نكتولي ياس عمري جامي تروطار مازال نبغيك يا بنت الناس تيرارارارارا 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 عمري j'ai besoin de toi يا نبلة بيك ما قديت نعيش تاني عايش في الظلمة جي ماروكا وكرشيت. Aujourd'hui, on mélange tout, on dit n'importe quoi, on confond terrorisme et islam. Moi, je suis musulman et les terroristes tuaient les musulmans en Algérie. J'ai fui mon pays à cause des terroristes dans les années noires. Il y a des gens qui disent tu es musulman, tu es terroriste. Nous, on est des musulmans, mais on n'est pas des terroristes. Les terroristes sont des musulmans et à cause de ces gens-là, les autres musulmans sont tous salis. Aujourd'hui, dans cette société, on est jugé, on est accusé, tout le monde dit vous êtes musulman, vous êtes terroriste. Attends, il y a plusieurs musulmans qui sont morts dans chaque attentat en France et dans les autres attentats dans les autres pays. Et là où il y a le plus de morts dans les attentats, c'est dans les pays musulmans. Les musulmans, ce sont les premières victimes du terrorisme. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, au bout du chagrin, une fenêtre éclairée, une fenêtre ouverte. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours un cœur généreux, des yeux attentifs, une main tendue, la vie. Chez nous, au Mali, il y a beaucoup de choses qui se font par respect. Même si tu n'aimes pas, tu dois le faire. Chez nous, on n'a pas le droit de dire non à nos parents. Toutes les choses se font par respect, par tradition. Quand tu te maries, tu ne sais même pas c'est qui ton mari. Moi je dis que c'est bien de laisser la fille connaître son futur mari. Il y a beaucoup de malheurs parce qu'on a forcé les mariages. Mon père et ma mère sont turcs. Avec mes sœurs et frères, nous sommes nés en France. Nous avons grandi en France. Moi, je n'ai pas eu le choix. Mon mari, je ne le connaissais pas.
J'étais la seconde épouse et j'ai été mariée à 15 ans, au Mali, au village. Je suis partie du village et j'ai passé 4 mois à Bamako. Et après, je suis venue directement en France en 1994. Ça fait 24 ans. Je ne connaissais rien de la France. J'ai été mariée sans l'avoir décidé à une personne que je ne connaissais pas. On est 5 filles. Mes 4 sœurs ont été mariées par mon père sans qu'elles aient choisi leur mari. La première, c'est lui qui l'a mariée à un Turc et elle est divorcée. La deuxième, pareil, c'est lui qui l'a mariée et elle est divorcée aussi. La troisième, c'est encore mon père qui l'a mariée et elle aussi veut divorcer. La quatrième, il l'avait fiancée avec un homme, mais elle n'a pas voulu et après, elle s'est mariée avec un homme qu'elle a choisi. Elles avaient 18 ou 19 ans quand mon père les a mariées à des Turcs. Quand je suis venue ici, j'avais 15 ans. J'ai eu ma première fille, ici, il y a 23 ans. Après, j'ai eu 4 autres enfants. J'avais pas de famille pour moi, j'étais perdue. Je ne voulais pas me marier comme mes sœurs sans connaître la personne. Sinon, c'est comme un loto. On te présente quelqu'un et toi, tu dis oui ou tu dis non. Ou tu dis non. La dame, la première épouse de mon mari, n'était pas gentille avec moi. Elle était beaucoup plus âgée que moi et elle voulait que je la respecte comme ma mère. Il y avait ses enfants et mes enfants. Moi, j'en avais 5. Et elle en avait 6. Avec 2 femmes dans un F4 ou F5, c'est compliqué, vraiment. Mon mari aussi était méchant avec moi. Il ne me laissait jamais faire ce que je veux. Toutes les choses que j'avais envie de faire, c'était non. Après, quand j'avais envie de faire quelque chose, je ne demandais même pas. Parce que, dans ma tête, c'était non. Une année, j'avais 20 ans. On est parti en Turquie et on m'a présenté à un homme. C'était de la famille à un ami à mon père. On a fait nos fiançailles en Turquie. Mais une fois revenu en France, j'ai dit « Non, je ne veux pas me marier avec cet homme ». J'avais un peu peur de lui. Je ne sortais pas du quartier. Je ne faisais même pas les courses. C'est lui qui les faisait. Je ne bougeais pas du quartier. J'avais trop peur des gens. J'étais enfermée tout le temps, toute seule, et ce n'est pas bien. Il n'y avait que mes enfants pour me sauver. Je n'avais rien fait comme papier. Je n'avais rien signé. Il y avait juste eu des fiançailles, entre familles. Mais après, mon père m'a dit que c'était mon mari. J'ai appelé le consulat en Turquie à Ankara. Ils avaient usurpé mon identité. Ils avaient fait ma signature à ma place. Aujourd'hui, je suis libre. Je vis seule avec mes enfants. Mes enfants savent très bien que mon mariage, c'était pas mon choix. Ils savent combien j'ai souffert. Ils me disent qu'ils veulent bien que je me remarie. Mais moi, j'ai peur de me lancer dans quelque chose d'autre. Je protège mon cœur. Peut-être que les hommes ne sont pas tous méchants. Mais j'ai tout le temps peur de ce qui peut m'arriver. Je sais que des hommes peuvent gâcher la vie des femmes. Quand j'ai su tout ça, j'ai fait les démarches avec un avocat pour casser le mariage. Mais il y a un honneur chez les hommes turcs. C'est le père qui décide tout seul. La mère, la fille n'ont rien à dire. Mon père n'a pas voulu que je casse le divorce. Alors, j'ai pris ma valise pour partir devant lui. Il a sorti un flingue et il m'a dit « Je te bute si tu pars. Si tu as des couilles, fais-le. » Il n'a pas tiré. Et c'est moi qui ai choisi l'homme avec qui je voulais me marier. Aujourd'hui, comme je vois les hommes et les femmes, je dis qu'il ne faut pas être dur avec les femmes. C'est comme si, jusqu'à là, je suis venue habiter ici, où j'ai réussi à accomplir des choses toute seule. C'est comme si les gens avaient toujours décidé à ma place. Aujourd'hui, c'est moi qui décide les choses pour ma vie. Sako. Ça fait 14 ans qu'on est mariés. Il s'appelle Zafer. C'est un prénom qui veut dire victoire. C'est une belle personne. Tout le temps à vouloir aider, à vouloir faire le bien. C'est un homme de parole. Quand il dit quelque chose, il va le faire. Sa présence me suffit. Ses bras me suffisent. Je lui ai toujours dit, je n'ai pas besoin que tu me dises que tu m'aimes. Rien, quand tu me prends dans tes bras, ça y est. Dans ses bras, je suis en protection. Éminé. Les femmes. Les femmes. Les femmes
sont les premières maisons des hommes et des femmes. Elles sont leur rampe de lancement, leur pont. Elles accueillent leur âme, les femmes. Une fois sorties d'elles, hélas, il arrive que certains les profanent, les massacrent, les violent, les damnent. Oh, qui que vous soyez, c'est aux femmes que vous devez le fait de naître, la fête, le fait de transmettre et de marcher sur la terre. Ne laissez pas se faner ces fleurs qui vous ont porté vers la lumière, les femmes. Ne laissez pas se faner ces fleurs qui vous ont porté vers la lumière. Ces histoires, tout ça, ce sont des gens d'ici, et ces histoires, on ne les connaît pas. Et en fait, toutes ces histoires, j'ai pu les connaître parce que moi, je suis venu ici. Où ça? Ici. Mais où ça? Ici. Mais où ça? À la maison de quartier. Parce que ici, c'est là où on peut se parler. Ici, à la maison de quartier. S'il n'y a pas la maison de quartier, cette cité, elle devient quoi? Elle devient quoi? Un cimetière. Sans la maison de quartier, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je remercie toujours la maison de quartier pour tout ce qu'elle fait pour cette cité, Paris. Pour vous dire qu'il y a des gens importants qui viennent ici. C'est pas n'importe qui. Il y a même le Père Noël qui est venu ici. S'il n'y avait pas de maison de quartier ou la bibliothèque, il n'y aurait rien. Ce sont des lieux qui rassemblent beaucoup de monde toute l'année. Ce sont des lieux de convivialité. J'essaye de participer en aidant quand je peux pour l'aide aux devoirs ou d'autres choses. J'ai même fait le Père Noël avec une fausse barbe. J'étais arrivé déguisé en Père Noël et je m'étais installé près du sapin pour distribuer des cadeaux aux enfants. Les enfants me voient, mais ils ne me reconnaissent pas, ils sont ébahis. Ils disent « Père Noël, Père Noël !» Il y en a qui me sautent dans les bras, il y en a qui m'embrassent. Faire le Père Noël, ça m'a rappelé mon enfance. Si j'étais le Père Noël pour la cité de Marcouville, j'aimerais qu'elle redevienne comme elle était quand je l'ai connue, qu'elle redevienne propre. Bernard. Donc ici, c'est comme un corps. C'est comme un corps, et pour qu'un corps il vive, il faut qu'il puisse respirer. Donc c'est un peu comme le poumon de ce quartier. Mais plus que le poumon, c'est ce qu'on m'a dit, c'est aussi comme un cœur qui bat. Ici, à la maison de quartier, j'ai totale confiance. Je peux laisser mes enfants sans crainte. Sans ça, les enfants ne sauraient pas quoi faire. S'il n'y avait pas cette maison de quartier, le quartier serait mort. La maison de quartier, c'est le cœur et le poumon du quartier. Et ce n'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les hommes, pour les femmes. Les femmes sont à la maison et les hommes sont au travail. Les hommes n'en ont pas besoin comme nous les femmes. Nous, les femmes, on en a besoin. Surtout pour celles qui ne travaillent pas. Car rester enfermées entre les 4 murs de l'appartement à ne faire que le ménage, la cuisine, à faire les courses, à aller chercher les enfants, à les emmener au sport, à courir, de droite à gauche, ça devient un quotidien ennuyeux. On est dans un quotidien où on n'est que maman et non plus femme. Je dis que je ne travaille pas et pourtant je n'arrête pas. Mes enfants souvent me disent « Maman, toi tu fais tous les métiers du monde ». Aujourd'hui, j'essaie d'accorder plus de place à la femme, en prenant du temps pour moi, en prenant du plaisir pour moi, et non plus penser qu'aux enfants, qu'à la maison, au ménage, au mari. Être vraiment la femme pour soi-même. Sonia.
ici c'est un lieu de parole pour les femmes. Avant, j'étais au Mali, j'étais à Bamako. Je me suis mariée là-bas à 15 ans. Et après, je suis arrivée directement du Mali à ici, en 2010. Au début, je ne parlais avec personne. Je restais toute seule, sans sortir, devant la télé. J'ai aimé le quartier quand j'ai commencé à venir à la maison de quartier. C'était en 2015, quand ma fille a commencé à venir ici. Avec la maison de quartier, j'ai rencontré des gens, j'ai commencé à sortir un peu. Avant, je ne sortais pas, je ne connaissais rien. Là, on a fait des sorties. On est parti à Paris. On est allé voir la Tour Eiffel. On est allé aux Champs-Élysées. C'était la première fois que je voyais tout ça. Mon mari ne m'a jamais emmené quelque part. Mon mari fait de travail. Il part le matin à 4h30 et il revient pour le midi. Puis il repart pour travailler jusqu'au soir ou encore la nuit. On ne partage que peu de choses ensemble. C'est grâce à la maison de quartier que j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. C'est la première fois où je suis allée au cinéma. Avant, même au Mali, je n'avais jamais été voir un film. Ici, c'est un lieu de parole. C'est là où je peux parler avec Caroline et les autres femmes. On discute entre femmes. On peut raconter sa vie à quelqu'un d'autre. On peut se confier et ça fait du bien. Avec la maison de quartier, ça m'a ouvert l'esprit à beaucoup de choses. Quand tu restes enfermé à la maison, tu ne connais rien du tout. Aujourd'hui, je sors toute seule. J'ai envie de faire des sorties avec mes enfants. J'ai envie de connaître le monde, de voyager et tout. Je n'ai pas pu connaître le monde avant. Aminata. Ici, il y a un enfant. Un enfant, eh bien la première fois que je l'ai vu, il m'a demandé à quoi ça sert la vie. Et cet enfant, il m'a dit ce jour-là, eh bien, il connaissait une chanson qui dit « Avance d'un pas à la fois et tu trouveras ta voie. Avance d'un pas à la fois et tu trouveras ta voie. Avance d'un pas à la fois et tu trouveras ta voie. Avance d'un pas à la fois et tu trouveras ta voie. Avance d'un pas à la fois et tu trouveras ta voie. Avance d'un pas à la fois et tu trouveras ta voie. » Pour moi, tout le monde a de la chance, mais il y en a qui l'ont perdue. Il y a des gens qui n'ont plus de chance, qui sont pauvres et qui n'ont rien à manger. Ils n'ont rien. Ça me fait bizarre de voir des gens qui sont pauvres, qui dorment dehors et qui n'ont rien à manger. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai la chance d'être bien alors qu'il y en a qui ont un bras ou une jambe découpée. Moi, je les regarde et eux, ils me regardent et ils me voient en parfait état. Moi, ça me fait mal au cœur d'être en parfait état devant eux. J'ai mis 3 étoiles de chance. La première, c'est que je suis vivante. La seconde, c'est que je suis avec ma famille, je suis heureuse. Et la troisième, c'est que j'ai la chance de partir à l'école. J'ai la chance de tout. J'ai la chance de tout. J'ai mis aussi l'amour, le besoin d'amour, c'est pour ne pas être seul. C'est pour ne pas être seul. C'est grâce à ton âme que tu peux faire bouger ton corps. Ton âme peut te faire avancer plus loin dans le monde. L'âme, c'est comme une lumière qui te guide et qui te dit de faire des choses. Namo. Namo. Sur la vie, ça va m'aider à plus avancer dans la vie et ça va m'aider à comprendre ce qui va se passer au futur. J'ai choisi l'humain parce qu'à l'école, les garçons n'arrêtent pas de traiter les filles. Les garçons jouent entre eux et les filles ne peuvent pas jouer avec eux. Quand des filles demandent de jouer au foot avec eux, les garçons leur disent non parce que c'est des filles.
Ils disent que les garçons sont plus forts que les filles. Ils disent que les filles sont plus intelligentes que les garçons. Mais filles ou garçons, il faut apprendre pour être plus intelligent. Pour moi, il y a peu de différence entre filles et garçons. Pour moi, il y a peu de différence entre filles et garçons. Un être humain, c'est un être humain. Un être humain, c'est un être humain. Que ce soit fille ou garçon, c'est un être humain. C'est un être humain. Des fois, quand je suis dans mes rêves, je me perds. Des fois, je me demande à quoi ça sert la vie. À quoi ça sert un métier? Ça sert à quoi de manger, de grandir, de vivre? Puisqu'on meurt un jour, ça sert à quoi la vie? Ça sert à quoi la vie? Aujourd'hui, je sais à quoi ça sert. Ça sert à faire plein de choses dans ta vie. Il y a une chanson qui dit avance un pas à la fois et tu trouveras ta voie. Avance un pas à la fois et tu trouveras ta voie. Avance un pas à la fois et tu trouveras ta voie. Bravo. Alors, le voyage continue, les histoires, il y en aurait tant à récolter et il y en a tant à semer. Alors, eh bien, il y a une dernière parole à partager, la parole d'un homme qui a dit « Vis ta vie ». Les gens restent trop enfermés, c'est malheureux. Tous les ans, ça devient de pire en pire. On dirait que les gens ont un virus, qu'ils n'ont plus envie de vivre. Si on part, on peut trouver des solutions pour essayer de vivre bien entre nous. Le mot vivre, c'est quelque chose de grand. Il y a vivre et vivre, il y a vivre et vivre. Chacun crée sa vie. Si je dis que j'ai envie de vivre, je fais tout pour être bien. Il faut que j'assume ma responsabilité dans tout, sinon je reste en bas, je ne vis pas. Je ne parle pas des pays tellement pauvres où tu ne peux pas vivre, tu ne peux que survivre. Ici, en France, on peut vivre bien. Vis ta vie. Vis ta vie. Vis ta vie. Vis ta vie et sois heureux. Vis ta vie. Vis ta vie. Tu t'en fous de ce que les gens disent et à la fois, vis ta vie. Aujourd'hui, le matin, je me lève, je suis heureux. Je fais comme ça, maintenant. Je vis ma vie. Je vais de l'avant. Je veux foncer car la vie est courte. Si je ne profite pas maintenant, c'est quand je vais profiter. Paris, vis ta vie. Alors, à dire ce soir, on a vécu ensemble. Et donc, avec Marie, vis ta vie. Pierre, vis ta vie. Frédéric, vis ta vie. Karine, vis ta vie. Karine, vis ta vie. Saka, vis ta vie. Luna, vis ta vie. Alicia, vis ta vie. Et Julien, vis parce que nous, Julien. Vis ta vie. Sans oublier Kaouta, Jibril, Saïda, Marianne, Alisatou, Marianne, Zélia, Lila, Marianne, Loupa, Vitali, le roi de Dieu, c'est la guitare. Vous pouvez bien vous applaudir. Merci. Merci à Ryan. Merci à vous. Merci à Kader, à Kevin et à tous aussi toute l'équipe de la maison Papier. Merci Makili. Alors on remercie encore une fois Ludo. Merci Ludo. Alors, franchement, Mariam, Bilal, Mariam, Célia, Ryan, Mariam, Adizatou, Célia, Saïda, Jibril, Alicia, Fred, Pierre, Safia, Paris, Julien, Marie, Luna. Encore, vraiment, c'était super. Et merci beaucoup. On peut encore les applaudir parce que franchement, c'est pas facile. Une dernière chose.
personnes dont le récit de vie a été collecté par Bruno et retranscrit. Donc je les remercie aussi. Alors ces récits, en fait, l'idée c'est qu'ils circulent sous forme de graines de mémoire. Donc les enfants, je vous propose d'en prendre et d'offrir des graines aux gens qui sont ici. Vous en prenez plusieurs. Allez les offrir, il y en a plein. Prenez des graines et allez les offrir. Allez-y. Elles sont là. Donc en fait, il y a 50 récits différents. Vous en avez entendu quelques-uns. Et l'idée c'est qu'ils puissent circuler ici et aussi en dehors du quartier, sur la ville, pour briser un peu les murs de préjugés qui sont autour du quartier de Marcouville. Merci.